de se représenter ce que veulent dire ces chiffres en pourcentage. Donc je vais vous donner quelques indications et votre franc va tout de suite tomber. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre. 80% à la grosse louche des émissions de CO2 viennent de la combustion des combustibles fossiles. Et les combustibles fossiles couvrent 80%, à la grosse louche encore une fois, des besoins énergétiques de l'humanité. Okay, donc imaginez qu'on puisse en 10 ans réduire de 58% à l'échelle mondiale les émissions de CO2. On voit que c'est un défi absolument hallucinant. Et ce n'est pas tout. Ce chiffre est en fait sous-estimé parce que dans cette estimation du GIEC, on mise sur le fait qu'il y aurait un développement important de l'énergie nucléaire, qui est soi-disant, je dis bien, énergie pauvre en carbone. Et ce n'est pas encore tout, parce que si on veut être précis, pointu, il faut tenir compte dans l'effort à faire de ce qu'on appelle le principe des responsabilités différenciées, c'est-à-dire le fait que les pays du Nord et les pays du Sud n'ont pas la même responsabilité historique dans l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère. Plus de 70%, 70% des émissions historiques de CO2 sont dues aux pays capitalistes développés, les pays du Nord, les pays occidentaux, et c'est donc dans un esprit de justice sociale ou de justice climatique élémentaire, ces pays-là qui doivent faire le plus grand effort. Et alors là, on arrive sur des chiffres qui sont plus hallucinants, qui sont tout simplement vertigineux. Pour l'Union européenne, qui n'est pas le pire élève de la classe en matière d'émissions de CO2, aux États-Unis c'est encore pire, le chiffre de réduction des émissions réalisées d'ici 2030, c'est pas 58%, c'est 65% au moins. Donc quand on dit maintenant la Commission européenne propose 40% de réduction des émissions de CO2 en 2030, vous voyez qu'on est loin, très loin du compte. Alors, pourquoi cette digression par des chiffres qui, bon, peut-être vous semblent un peu harcelants ou bombardants ou abstraits, surtout par cette température et à cette heure-ci? Mais parce que la conclusion est absolument claire comme de l'eau de roche. Il n'y a pas moyen d'atteindre de tels objectifs de réduction sans diminuer radicalement la consommation finale d'énergie, et ce qui veut dire sans diminuer radicalement la production de matière et le transport de matière. Et ça, c'est quelque chose que le capitalisme est totalement incapable de faire. Totalement incapable de faire. Le capitalisme n'est capable de réduire la production et les transports que quand il est en période de crise, et alors ça veut dire des millions de chômeurs. Mais sinon, il en est incapable, et non seulement il en est incapable, mais en fait, les périodes de crise qu'il traverse inévitablement, puisque ce système fonctionne à l'aveugle pour le marché, on ne sait pas si on produit pour des besoins réels, on ne sait pas si on pourra vendre la camelote, c'est le marché qui tranche cette question-là. Donc il y a périodiquement des crises, et ces crises servent en fait de purge du système pour lui permettre de se relancer dans sa dynamique de croissance. Et donc voilà, ça c'est la situation, je veux dire, l'impossible capitalisme vert. Cette expression est plus que jamais d'actualité et plus que jamais véritable et forte au moment où on adopte l'objectif de 1,5 degré maximum de réchauffement. Et c'est tellement vrai que aujourd'hui, en fait, dans la littérature scientifique, on voit se multiplier, on voit se généraliser un biais qui consiste à dire, en fait, on escamote cet objectif du GIEC de 58% de réduction et on y substitue un autre. Un autre qui était présent dans les rapports du GIEC également et qui consistait à dire si on ne réduit pas aussi radicalement les émissions, alors il va falloir développer des technologies nouvelles pour retirer du carbone de l'atmosphère. Et alors là, on rentre dans des projets, mais qui sont, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais qui sont relativement délirants. Pas tous, mais en tout cas, la plupart sont délirants en soi, et les autres, ceux qui ne sont pas totalement délirants, sont délirants dans le cadre capitaliste de la course au profit. Ces mécanismes-là, c'est quoi? C'est par exemple, c'est celui qui est c'est la technologie à émission négative, comme on dit, qui est la plus mûre technologiquement aujourd'hui, qui est vraiment dans le pipeline, qui est déjà mise en œuvre à titre de prototype. Cette technologie, c'est ce qu'on appelle la bioénergie avec capture et séquestration du carbone. Alors, en quoi ça consiste cette bête-là? Le terme est un peu compliqué, mais le principe est très simple. Vous savez que les plantes vertes, en poussant, absorbent du CO2 atmosphérique,
et le transforme en matière organique. C'est la photosynthèse grâce à la chlorophylle et à l'énergie solaire. C'est la base de tout le vivant. Hein. Le fait, c'est la photosynthèse par les plantes vertes. Donc l'idée de la bioénergie avec capture-séquestration, c'est on remplace les combustibles fossiles par de la biomasse qu'on brûle dans des installations de combustion, des installations énergétiques. On capture le CO2, le gaz CO2 qui sort des cheminées des centrales électriques, des centrales de combustion, on le comprime, on l'injecte sous terre en espérant qu'il y restera. Et puis si on répète l'opération, c'est-à-dire si on replante des arbres pour les couper, pour les brûler, pour capturer le CO2 et qu'on recommence encore et encore, à la longue, on devrait théoriquement réussir à réduire la concentration atmosphérique en CO2. Cette bioénergie avec capture et séquestration du carbone est la technologie qui tient la corde dans les projets qui visent à retirer du CO2 de l'atmosphère. C'est même la seule technologie qui était identifiée aussi nettement dans le rapport spécial 1,5 degré du GIEC, en tout cas dans son résumé pour les décideurs. Alors le projet apparaît comme ça, pas insensé, mais en fait il est complètement délirant, parce qu'il faut évidemment des superficies terrestres pour faire pousser cette biomasse. Et si on veut avoir un impact significatif sur le retrait de CO2 de l'atmosphère, il faut des grandes superficies. Alors il y a des études scientifiques que j'ai citées dans le